La rechute de Patrick Henry, placé en libération conditionnelle après 25 ans de prison pour assassinat. Il vient d'être arrêté en Espagne avec 10 kilos de hashish. Patrick Henry a trahi tout le monde, regrette ce soir son employeur. 3 questions à Maître Lévy, l'avocate de Patrick Henry. Bonsoir et à tout à l'heure. Premier débat sur l'Irak à l'Assemblée nationale et formule cinglante de Jean-Pierre Raffarin contre les États-Unis. Il regrette, je cite, la vision simpliste d'une guerre du bien contre le mal. Tolérance zéro contre le cannabis au volant. Les députés ont voté une nouvelle infraction pour des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison. Problème, comment le dépister? On verra que ça n'est pas simple. Nouvelle alerte météo ce soir sur le Gard et l'Aude. Il pourrait tomber autant de pluie que début septembre. Les sinistrés partagés entre résignation et angoisse. Enfin, Napoléon, il a conquis les Français. Plus de 9 millions de téléspectateurs hier soir. Quelle vision en ont les élèves? Nous sommes allés leur demander, pas n'importe où, au lycée Napoléon Bonaparte, près de Caen. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'est une histoire qui dépasse le cas individuel. Elle a marqué la France, celle de Patrick Henry. Il avait échappé à la peine de mort dans les années 70 après l'assassinat d'un enfant. Sa libération conditionnelle, il y a 1 an et demi, avait ravivé les passions. Eh bien, Patrick Henry a manqué sa réinsertion. Il a donc été arrêté ce matin près de Valence en Espagne en possession de 10 kilos de hashish. Yann Fronty, Pascal Caron. C'était un simple contrôle de routine ici au péage de Pouchol au nord de Valence. Les policiers espagnols arrêtent un homme aux cheveux grisonnants, c'est Patrick Henry. Dans son coffre, il transporte 10 kilos de hashish acheté au Maroc à Tanger. L'homme est très agité, il tente d'abord de se débattre avant de se calmer et de donner un faux prénom, Daniel. Comme Patrick Henry ne s'est pas présenté chez le juge d'application des peines en France, celui-ci a délivré un mandat d'arrêt international et son signalement. Voilà comment les Espagnols découvrent sa véritable identité. Ce soir, Patrick Henry dort à la prison de Picassent. Aux policiers espagnols, il aurait déclaré qu'avec l'argent du trafic, il voulait s'acheter un restaurant. Plus que jamais, le personnage reste donc insaisissable. Patrick Henry était à l'abri du besoin, il avait un travail et venait de toucher une confortable avance pour un livre à paraître bientôt. Son parcours, Frédéric Crotat. À l'énoncé du verdict de perpétuité qui le faisait échapper à la guillotine, Patrick Henry avait lancé au juré « Vous n'aurez pas à le regretter ». Déjà condamné en 1973 pour vol et escroquerie, l'ancien représentant de commerce va donc passer 25 ans de sa vie en prison pour l'assassinat du petit Philippe Bertrand. En 1989, alors même qu'il est incarcéré, il écope d'une nouvelle inculpation pour trafic de drogue à l'intérieur même de la prison. En dépit d'avis défavorables de plusieurs gardes des Sceaux, il est finalement libéré sous condition l'an passé. Il trouve un travail et essaie de se faire oublier. Lui qui déteste les médias pose dans Paris Match et touche une confortable avance pour une biographie. Premier faux pas en juin dernier, il dérobe pour 80 € de matériel de bricolage. Lui qui aime l'argent mais qui est à l'abri du besoin. La justice est plutôt clémente et son avocat lui-même exclut toute récidive. Il n'y a rien à dire, quand on fait une connerie, on l'assume, il l'a fait et c'est fini. Je n'ai aucune crainte en ce qui concerne lui-même et son comportement à venir. Et c'est pour moi l'essentiel. Avec cette arrestation en Espagne, on est monté d'un cran. Se pose clairement le problème de la réinsertion des longues peines. Est-ce qu'elles permettent à quelqu'un, une fois ces longues peines, une fois retrouvé la liberté, d'être en capacité de reprendre une vie à peu près normale, intégrée socialement, professionnellement, familièrement? La réponse, au travers de la situation de Patrick Henry, est aujourd'hui non. Elle ne sera peut-être pas définitivement négative dans les prochaines années. Laissons-lui une chance. Cette chance, même son éditeur y croit de moins en moins. Kalman Levy a décidé de suspendre la publication de sa biographie qui devait s'intituler « Vous n'aurez pas à le regretter ». Bonsoir Maître Lévy, on cherche à comprendre, vous aviez l'air sûr de vous dans cet extrait qu'on a revu, sûr de votre client aussi. Alors quel est votre sentiment ce soir? Il n'a pas changé, je veux dire que les faits qu'on lui reproche n'ont aucun rapport avec les faits pour lesquels il a été condamné à une peine de mort à laquelle il a échappé, mais pas à 25 ans de réclusion criminelle. Donc, je considère que la décision de mettre en liberté était la bonne décision, elle reste bonne, elle est intervenue selon moi trop tard, et il faut considérer que Patrick Henry porte sur ses épaules d'abord les 25 ans de réclusion, et puis une pression médiatique délirante, démente. Maître Lévy, ceux qui lui ont fait confiance, en tout cas, sont amers ce soir. Écoutez Charles Corlay. Charles Corlay, c'est cet imprimeur qui lui avait offert du travail à sa sortie de prison. Il a trahi tout le monde. C'est extrêmement grave, extrêmement grave. Bon, le meurtre qu'il avait commis était
des plus honteux est celui qui vient de commettre pour moi le transport de drogue m'a choqué profondément car c'est encore pour tuer des enfants où on est. Et pour de l'argent. Voilà. Votre réaction et comment expliquez-vous, vous, cette... D'abord, M. Cornet est un homme merveilleux, c'est un homme d'une extrême générosité et qui, certainement, est troublé par une situation qu'il n'avait pas prévue et qui le place en porte-à-faux. Mais ça n'est pas pour autant que je partagerai son opinion. Je crois que Patrick Henry supporte les conséquences anormales d'une longue réclusion. Il n'a pas de comportement rationnel, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est devenu un danger pour autrui, et l'autorité judiciaire espagnole ne semble pas considérer qu'il a commis un fait très grave. On fait un point précis maintenant sur ce qui attend Patrick Henry du point de vue judiciaire. Quelle est sa situation? Toute idée de libération conditionnelle est-elle désormais écartée? Christelle Bertrand, Joseph Bachtik. Ce matin, Patrick Henry devait voir le juge d'application des peines. C'est une obligation qu'il a depuis sa libération conditionnelle il y a 1 an et demi. Patrick Henry ne devait pas non plus quitter la France. La justice française compte aujourd'hui le récupérer au plus vite. Je vais demander l'extradition. À partir de là, il y a 2 hypothèses. Soit Patrick Henry accepte l'extradition, j'allais dire amiable, et il nous sera remis par les Espagnols très rapidement, dans quelques jours, soit il ne l'accepte pas, et à ce moment-là, il y aura la procédure classique. Auquel cas, la France aurait 40 jours pour déposer sa demande. L'arrestation en Espagne de Patrick Henry en possession de 10 kilos de hashish pourrait durablement le reconduire en prison. Si la juridiction, mais elle est souveraine, et c'est elle qui décidera, révoque la libération conditionnelle, il retrouvera la prison avec le statut de condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette juridiction régionale de libération conditionnelle est la même qui avait accepté sa libération le 26 avril 2001. Aujourd'hui, non seulement Patrick Henry risque de finir sa vie en prison, mais en plus, il encourt une autre condamnation pour trafic de drogue. Voilà, maître, c'est un débat national qui s'ouvre et je voudrais vous citer une dernière réaction, celle de Philippe de Villiers, qui dit « Cette arrestation est un désaveu cinglant pour notre justice et pour tous ceux qui croient au discours angélique de la réinsertion des assassins d'enfants ». Réaction. Je trouve que ça ne remet pas du tout en cause la décision, mais M. Perbel lui-même se trompe. L'extradition ne pourra pas intervenir avant la décision judiciaire espagnole, et on va voir si les Espagnols, eux, considèrent que c'est un fait très grave. Il ne faut pas tout mélanger. Patrick Henry n'est pas en état de récidive, il a été condamné pour un crime très grave, et ce qu'on lui reproche n'est pas grave. Maintenant, il y a à savoir si la révocation de la libération conditionnelle est automatique ou pas. Il va passer devant des juges, et devant des juges, il n'y a jamais d'automatisme. Par conséquent, Henry n'est pas perdu, il supporte une situation difficile, il a pris des risques, il a pris des responsabilités, c'est celle d'un homme dont la maturité n'a pas été retrouvée après tant d'années de prison qui l'ont infantilisé. Tout ça doit être pris en compte et la décision de le libérer a été trop tardive. Dernière chose, maître, vous avez eu votre client au téléphone depuis les faits? Les faits qu'on lui reproche en Espagne? Oui. Non, bien sûr que non. Il est en détention. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. La drogue au volant, elle est désormais un délit, au même titre que l'alcool. Les députés ont adopté tout à l'heure une proposition de loi en ce sens. La Grèce, mis à part la France, était le seul pays en Europe à ne pas en disposer. Mais, vous allez l'entendre, le texte ne fait pas l'unanimité parmi les associations de victimes d'accidents de la route. Laetitia Legendre, Jacques Deveau. Se droguer ou conduire, il faudra désormais choisir. L'Assemblée nationale vient de créer une nouvelle infraction au Code de la route. 2 ans de prison, 4 500 € d'amende pour les automobilistes contrôlés positifs. Pour certains experts, il y a urgence. La consommation de drogue multiplierait au moins par 2 le risque d'accident sur la route et modifierait le comportement au volant. Il y a des effets non ressentis, mais qui sont très gênants pour la conduite, notamment des troubles visuels, avec une mauvaise estimation des distances, le fait d'être très gêné par les phares la nuit, et il y a un rétrécissement du champ visuel. Une ivresse cannabique qui s'accompagne de troubles du langage et de la perception. Mais pour les consommateurs, les effets du cannabis varient selon les doses et la sensibilité des individus. Cette proposition de loi, selon eux, se trompe de combat. Je trouve cette loi totalement injuste. On n'a aucun article sur les neuroleptiques, alors qu'on sait que la France est le premier consommateur de ces médicaments. Vous imaginez sur la route le nombre de gens qui conduisent sous neuroleptiques. Ce bon vieux cannabis, on lui met tout sur le dos, quoi.
Selon une étude, un conducteur sur 5 de moins de 27 ans impliqué dans un accident corporel était sous l'emprise de la drogue. Les associations contre la violence routière espèrent que ce texte fera réfléchir les jeunes au moment de prendre le volant. Autre question, elle concerne celle-là, l'application de ce texte. Si les alcotests sont relativement au point, il n'en va pas de même pour le dépistage du cannabis. Sophie Rodier, Nathalie Sapena. Le propriétaire de ces échantillons d'urine est impliqué dans un accident de la route. Aussi simple qu'un test de grossesse, en 3 minutes, le médecin peut déterminer s'il a consommé du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne ou des amphétamines. Ici, c'est le cas pour les opiacés. C'est éventuellement le cas aussi pour le cannabis, c'est limite. Il faut donc vérifier en faisant un dosage sanguin pour déterminer si la personne était ou non sous l'influence d'une drogue. Ce test n'est positif qu'au-delà de 2 cigarettes de cannabis. Il est capable de faire la différence entre le fumeur occasionnel et le fumeur assidu. Mais cette substance ne s'élimine pas aussi vite que l'alcool, difficile donc de dater la consommation. Lorsque la personne est testée et qu'elle est à des taux importants, à ce moment-là, qu'elle ait ou non fumé peu de temps avant, on ne peut pas le déterminer, mais ce qu'on peut déterminer, c'est qu'elle était sous l'influence ou surdosée dans ce produit. D'autres scientifiques, au contraire, affirment que les effets du cannabis se dissipent très vite. Une interprétation controversée pour ce test donc et un maniement compliqué à la différence de l'éthylomètre. C'est lourd, c'est difficile, ça suppose effectivement qu'on accompagne le chauffeur dans un endroit médicalisé, ça prend du temps, donc on pense que effectivement c'est peut-être pas ce qu'on devrait mettre en place prioritairement actuellement. En Allemagne, on teste la présence de drogue chez les conducteurs en prélevant de la sueur. Plus simple d'application, les Français estiment la méthode peu fiable. Son utilisation n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, toujours à propos de sécurité routière, cette procédure judiciaire qui a pris une orientation inédite à Dijon. Il y a quelques jours, un accident a fait 3 morts à la sortie de la ville. Le conducteur avait 4 grammes d'alcool dans le sang. Il a bien sûr été mis en examen, mais il n'est pas le seul. Le patron du bar qui lui avait servi à boire est poursuivi lui aussi et il a dû quitter son établissement. Notre reportage. Les portes du dernier commerce du village sont fermées depuis hier. Le cafetier n'a plus le droit d'exercer son métier. La justice lui reproche d'avoir servi un chauffard. En sortant du bar, il a provoqué un accident 3 fois mortel. Ce commerçant est accusé de complicité et de délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. La profession refuse cette responsabilité. Nous faisons notre métier, il est déjà assez difficile comme cela, et ceci dit, je ne vois pas pourquoi on remonterait au dernier verre servi. Rien ne prouve qu'il est servi d'ailleurs dans cet établissement plus que d'un verre. Ensuite, je crois que la faute, c'est celui qui prend le volant, qui a bu, qui est coupable. La justice veut marquer un grand coup en mettant en examen le cafetier. Cette décision correspond à une volonté de responsabiliser les patrons de débit de boissons. Ce cafetier savait pertinemment qu'il servait quelqu'un qui était en état d'ivresse manifeste et qui s'était rendu chez lui à bord de son véhicule et surtout qu'il allait reprendre son véhicule à la sortie de son établissement. La loi est claire, elle est affichée dans tous les débits de boissons. L'ordonnance de 1959 interdit aux cafetiers de servir des clients en état d'ébriété manifeste. Récit Alain Doubeski. À Valenciennes, nous vous en parlions dès hier. L'enquête se poursuit après le meurtre d'une femme médecin, rhumatologue, trouvée égorgée dans son cabinet. Son entourage est stupéfait, effondré. Les policiers, eux, restent discrets, mais la piste d'un proche de la victime ne semble plus privilégiée. Yasmina Farber, Yves Ginca, sur place. Le paisible lieu de promenade de Valenciennes, le parc de Rhônel, est devenu un terrain d'investigation. Il est situé juste en face du cabinet du docteur Sophie Berkmans. Les enquêteurs l'ont passé au peigne fin à la recherche d'un indice matériel abandonné par le meurtrier. Ils ont trouvé un carnet qui pourrait appartenir au médecin de 41 ans. Le frère de la victime a également participé à l'inspection du cabinet de rhumatologie pour tenter d'aiguiller des enquêteurs qui ont bien peu d'éléments. On cherche tout et rien en fait. Donc ce matin on va regarder dans le cabinet médical pour voir si quelque chose a disparu, si éventuellement il y a un objet qui a pu servir à la frapper ou éventuellement, mais c'est ça pour le moment les recherches. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? On veut savoir, vous savez, on ne peut pas rester comme ça avec une chose comme celle-là, une atrocité comme ça sans réponse.
Premier constat sordide des enquêteurs, le meurtrier s'est lavé les mains après avoir égorgé la victime. Le SRPJ de Lille repart à zéro. Le compagnon de Sophie Berkmans est mis hors de cause. Est-ce le crime d'un patient, d'un rôdeur, d'un toxicomane? Les pistes sont multiples. L'autopsie apportera peut-être de nouveaux éléments pour une enquête qui s'annonce complexe. Nous sommes de plus en plus victimes de violences, c'est ce qu'on affirme aujourd'hui à l'ordre des médecins. Un observatoire de l'insécurité est en cours d'installation. Des nouvelles de Bertrand Delanoë, il n'a pas quitté l'unité de réanimation. Le maire de Paris souhaite par ailleurs éviter les démonstrations de compassion. Pas de visite pour l'instant, les fleurs ont été redistribuées et à l'hôtel de ville, il n'est pas question finalement d'ouvrir un livre d'or pour recueillir les témoignages de sympathie. En bref, encore les premières mises en examen dans l'enquête sur l'assassinat de l'ancien leader nationaliste corse François Santoni. 2 hommes, déjà détenus dans des affaires de droit commun, sont soupçonnés de complicité d'assassinat. La piste d'une vengeance personnelle semble toujours privilégiée. Accident ou attentat, le temps passe au Yémen et la vérité officielle se fait toujours attendre après l'explosion à bord du pétrolier français. Une information importante ce soir de nos envoyés spéciaux. Contrairement à ce qui avait été affirmé au départ, les tôles déchirées dans la coque du navire sont tournées vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur, ce qui pourrait accréditer la thèse d'une agression. C'est aussi la conviction de l'équipage. Sur place, Bertrand Coq, Jean-François Monnier. Voici les dernières images du Limbourg. Et ces images contredisent les premières observations. Il apparaît que les parois de la brèche, ouvertes dans le flanc droit du navire, sont incurvées vers l'intérieur. L'incendie a été maîtrisé et les cuves endommagées colmatées pour réduire les risques de pollution. Le corps du matelot disparu a été retrouvé cet après-midi. Dans un hôtel d'Al-Moukalla, le reste de l'équipage se repose. Ces marins veulent maintenant comprendre ce qui s'est passé. Première certitude, pour ceux qui étaient présents sur le pont, l'explosion a précédé l'incendie. Il y a d'abord eu l'explosion, confirme ce Bulgare, puis le feu a gagné le navire. Depuis 2 jours, le commandant du Limbourg sait que sa réputation est en jeu. Les Yéménites, que cette histoire embarrasse, s'accrochent à la thèse de la fuite de gaz. La veille, on avait testé, j'en suis sûr, une fuite, ça n'arrive pas comme ça d'un seul coup, c'est pas possible. S'il y avait eu fuite, il y aurait eu fuite depuis longtemps. Au moment du drame, le capitaine était sur la passerelle en train de commander la manœuvre. Il est affirmatif, l'explosion s'est produite à l'extérieur. Ça, tout ce qui est le plus positif, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que je regardais l'avant à ce moment-là. Et donc j'ai vu la colonne sortir de l'extérieur du bateau, pas de l'intérieur du bateau. Les 3 experts français du bureau enquête accident sont arrivés cet après-midi. Ils vont participer à l'enquête avec les Yéménites. Ils ont une consigne, en dire le moins possible. Pour le moment, nous ne privilégions aucune cause. L'enquête n'est qu'à son début. Et les experts ne laissent espérer aucun résultat avant au moins 1 mois. C'est donc toujours l'incertitude ce soir sur l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie du pétrolier français. Le Yémen ne veut pas entendre parler d'attentat. Il faut dire que cette affaire tombe au plus mauvais moment, alors que le pays d'origine de la famille d'Oussama Ben Laden tente de faire la chasse aux partisans d'Al-Qaïda. Et à noter que le responsable islamiste britannique Abu Hamza indique ce soir que l'explosion est peut-être l'œuvre d'Al-Qaïda. La vraie cible est le gouvernement yéménite, dit-il, ainsi que les Américains et les Britanniques. Fin de citation. Ce genre d'attaque, en tout cas, s'il se confirme qu'il s'agit d'une attaque, est redouté depuis longtemps. Comment la sécurité des supertankers est-elle assurée? Patrice Pellet. 300 mètres de long, 50 de large et dans les soutes, 200 000 tonnes de brut. Ces monstres des mers, les supertankers ne sont pas des bateaux comme les autres. Pour protéger le pétrole, les armateurs ont mis au point des bâtiments à l'architecture bien spéciale. Vous pouvez voir les citernes de cargaison, les cloisons transversales. Nous avons ici la célèbre double coque qui est utilisée pour les ballasts. Et pendant le trajet, tout peut arriver. Alors, pour faire face à une attaque extérieure, un dispositif d'alerte mondiale a été mis en place. Sur les pétroliers, il suffit que le commandant appuie sur un bouton. Nous avons les moyens, au cas d'une attaque, qui peut être soit de pirates ou éventuellement de terroristes, de faire appel à des organisations internationales, à la sécurité internationale, via un système automatique à bord du navire qui, pour les navires français, passe par les crosses, via le système satellite, et répercuté à l'ensemble des systèmes de sécurité internationaux. L'alerte est donnée, bien sûr, mais il reste le délai d'intervention qui peut être très long, surtout
lorsque le bâtiment est loin des côtes, en pleine mer. En bref, les troupes américaines présentes au Koweït sont en alerte. Un soldat a été pris pour cible et tué au cours d'un exercice d'entraînement à balles réelles. Les 2 assaillants ont été abattus. Il s'agirait apparemment de civils. Pas de revendication, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et voilà qui nous amène à la crise irakienne et au premier grand débat sur le sujet à l'Assemblée nationale. Résultat, un consensus contre l'unilatéralisme américain. Jean-Pierre Raffarin a même eu des mots sans appel. Il a condamné, je cite, une vision simpliste du conflit. Alexandre Cara, Éric Delagneau. Il y avait longtemps qu'on avait entendu un tel air de consensus dans l'hémicycle. Le sujet, l'Irak. Et sur le fond, rares sont les députés de droite comme de gauche en désaccord avec le Premier ministre. Il n'existe pas de guerre propre. Il n'existe pas de guerre facile. La guerre n'est pas une étape, mais une épreuve. À ceux qui développent la vision simpliste de la guerre du bien contre le mal, je rappellerai cette pensée de René Char. Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. Dans l'opposition, si on ne fait pas de poésie, on est tout aussi offensif à l'égard des Américains et surtout, on n'hésite pas à rajouter une petite pointe de politique intérieure. Je demande que la France annonce qu'elle opposera son veto à l'actuel projet de résolution américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Que le chef de l'État et notre diplomatie sortent de leur tour d'ivoire. Réponse du gouvernement par l'intermédiaire de Dominique de Villepin, pas question d'annoncer un futur veto. La diplomatie française veut conserver une marge de manœuvre, une marge bien étroite, ce qui n'a pas échappé aux députés de la majorité comme de l'opposition. Et c'est l'occasion de faire la lumière sur ce qu'on peut appeler le lobby irakien en France. Intérêt économique, fascination mutuelle pendant des années, les relais sont nombreux, parfois au grand jour, parfois masqués. Enquête Élie Lançon, Dominique Bonnet. Le site de Fallujah, en Irak. Ici, on fabrique des produits chimiques. Campagne de communication, 3 parlementaires français ont été amenés il y a un mois. Une opération menée main dans la main avec ces 2 hommes. 2 Français qui travaillent pour l'OFDIC, l'Office français pour le développement industriel. En principe, nous avons donc prévu de venir jeudi 30 octobre. Prochain voyage, la foire de Bagdad. Objectif, négocier des contrats entre l'Irak et des entreprises françaises. Il ne faut pas, si vous voulez, qu'on se sente coupable ou responsable que de vouloir prétendre prendre des parts de marché. N'oublions pas que, je vais employer peut-être un terme qui ne vous convient pas, mais nous sommes néanmoins en guerre économique contre nos amis anglo-saxons et américains, qui eux n'hésitent pas à venir sur certaines zones. Car la France et l'Irak, c'est une longue histoire. Jusqu'au début de la guerre du Golfe en 1991, les liens étaient très étroits. Jacques Chirac, alors Premier ministre en 1976, discute de contrats industriels avec Saddam Hussein, alors considéré comme un ami et partenaire. Aujourd'hui, certains à droite, comme Thierry Mariani, qui vient d'effectuer un voyage controversé en Irak, se situent dans cette tradition. Oui, l'Irak est un régime qui n'a rien de démocratique, mais l'Irak est un régime laïque. Je ne vois pas du tout quel est le rapport entre le terrorisme islamique et un régime laïque qui, au contraire, a toujours veillé à une certaine laïcité. Ces arguments sont aussi repris à gauche par Jean-Pierre Chevènement, démissionnaire du gouvernement au moment de la guerre du Golfe. À l'extrême droite, Jeannie Le Pen préside l'association SOS Enfants d'Irak et refuse tout amalgame entre le peuple irakien et son chef. Ils ne nous en veulent pas d'être les horribles occidentaux qui leur font tant de mal, qui font mourir leurs enfants à petit feu. Au-delà des partis, le courant pro-irakien existe en France. Il pourrait de plus en plus faire entendre sa voix ces jours-ci. Toujours à propos de la crise, le dernier grand discours de George Bush, c'était hier soir dans l'Ohio. Il a marqué une inflexion des positions américaines. L'intervention en Irak n'est ni imminente ni inévitable, dit-il. George Bush qui prend donc en compte les réserves de l'opinion américaine et les critiques du Parti démocrate. On est en pleine campagne électorale là-bas. Le président américain a tout de même réaffirmé que si l'Irak ne désarme pas, les États-Unis s'en chargeront à sa place. Et la Maison-Blanche a diffusé ces 2 photos satellites censées prouver la remise en état de 2 sites nucléaires. À gauche, les photos prises en décembre 1998, les sites étaient alors détruits. À droite, septembre 2002, les bâtiments ont été reconstruits. La Côte d'Ivoire, retournement de situation à Bouaké. Les mutins ont repoussé l'offensive de l'armée. Notre équipe est l'une des dernières à rester au centre-ville où une légère accalmie a été constatée aujourd'hui. Richard Binet, Gilles Jacquier. Scène de ratissage ce matin à Bouaké. Nous sommes à l'entrée ouest de la ville où les affrontements les plus violents se sont déroulés hier.
Les mutins traquent des éléments de l'armée ivoirienne qui se seraient infiltrés. Ils fouillent chaque maison. Mieux vaut ne pas être suspect. Au travers de la route, des cadavres calcinés. Mutins ou loyalistes, nous ne pourrons les identifier. Hier soir, les rebelles ont pris possession de la ville. On les voit au carrefour stratégique, ils patrouillent en permanence, mais leur présence ne suffit pas à rassurer la population. Moi, j'ai vécu le commerce ici, j'ai vu tout le temps il est passé ici. Mais le traumatisme est encore, ça est encore, en tout cas ça est là. Bon, merci. Des victimes parmi les civils, les ambulances manquent, les mutins se chargent eux-mêmes de récupérer les blessés. Je me suis traîné, j'étais sur la route. Les frères m'ont dépassé, ceux qui tiraient m'ont dépassé. Nous sommes des Ivoiriens, on ne peut pas tirer sur nos frères Ivoiriens civils. On ne peut pas. Nous voulons un affrontement avec les militaires. On ne peut pas tirer sur nos frères. On ne peut pas. Hein? Les forces loyalistes se sont regroupées à Brobo, à 15 km à l'est de la ville. 20 véhicules blindés sont venus en renfort. Les mutins deviennent nerveux. Ils savent qu'à tout moment, ils devront faire face à une nouvelle offensive. Dernière image toujours à l'étranger, ces incendies dans la région de Sydney en Australie. Chaque année, les feux ravagent les forêts. Cette saison encore, ils sont particulièrement violents. Nombreuses évacuations, la région est en proie à la sécheresse depuis plusieurs mois. Retour en France avec à Marseille une nouvelle manifestation de prostituées côte à côte avec les travailleurs sociaux. Manifestation pour dénoncer d'une part la réduction des crédits alloués à la lutte contre l'exclusion, mais aussi les mesures anti-prostitution prévues dans le projet de loi sur la sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy. Le racolage passif pourrait être interdit, autrement dit la prostitution elle-même. Le débat bat son plein avec une autre initiative, celle des tribunaux à Bordeaux, où ce sont les clients qui sont sur la sellette. Le jugement est attendu demain. Alors comment le vivent les intéressés? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Julia Delage. Ce qu'on recherche, c'est passer un bon moment avec, une nuit si c'est possible, avoir de la tendresse, la caresser, l'embrasser, puis effectivement on va avoir un rapport sexuel agréable. Mais je suis pas un obsédé du sexe, hein, c'est pas... Je prends le plaisir là où il est. André a 55 ans, c'est un habitué des trottoirs lillois. Il paye pour se sentir moins seul, pour pouvoir changer aussi. Des plaisirs nocturnes auxquels il va bientôt peut-être devoir renoncer. À Bordeaux, 4 clients risquent jusqu'à 15 000 € d'amende et le nouveau projet de loi de Nicolas Sarkozy les menace même d'une peine de prison. Après la prostituée, c'est donc le client que l'on attaque, une position qu'André refuse catégoriquement. Il y aura d'autres moyens de rencontrer les prostituées. Il suffira qu'elles donnent leur numéro de portable et on les joindra comme ça. Moi, je pense que les clients ne devraient pas être inquiétés dans la mesure où ils payent. Anonymes, fondus dans la nuit, les clients n'ont jamais été inquiétés jusqu'ici, mais peu à peu, les élus ont décidé d'agir. Pour Christophe Carèche, par exemple, auteur d'une proposition de loi, l'équation est simple. Si l'on réduit la demande, l'offre s'appauvrira. Je ne vois pas comment on ne peut pas ne pas se poser cette responsabilité, parce qu'elle existe. Il y a une forme, finalement, de complicité même, avec ce qui se passe. La prostitution, c'est un système, et le client est un des éléments de ce système. Mais pour Bernard Lemaître, qui lutte depuis des années contre la prostitution, l'arsenal judiciaire est inutile. Il faut d'abord changer les mentalités. On s'approche par cette pratique de la prohibition. Et la prohibition, c'est l'arme des faibles. Ça veut dire que ça ne résout rien. Réglementation, interdiction, sanctions. La France cherche encore un moyen d'endiguer le fléau de la prostitution. Un commerce qui rapporte chaque année près de 8 millions d'euros au proxénète. Direction Sommières maintenant avec l'inquiétude ce soir des habitants du Gard. Imaginez ce qu'on peut ressentir lorsqu'on a vu sa maison dévastée par le déluge et qu'un mois plus tard le ciel gronde à nouveau. Météo France a lancé en effet un avis d'alerte. Il pourrait tomber cette nuit autant de pluie que début septembre. Sur place, Karine Comazzi, Pascal Ponce. Un mois après les inondations, Sommières cherche encore à retrouver son ancien visage. Seul un quart des 160 commerces sont rouverts, comme ce pâtissier qui, du laboratoire au magasin, doit tout reconstruire. Et si ce soir il pleut, de toute façon ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a connu, je ne pense pas. Et puis bon, tant qu'on n'a pas attaqué une réelle reconstruction, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à reprendre,
bon, ça ne nous inquiétera pas. Pourtant, dès 16 h, la préfecture a pris les devants. Tous les services sont prêts. Et pour en finir avec les polémiques, le système d'alerte a été amélioré. La nouveauté dans le département, c'est que dès le passage en alerte orange, une information a été lancée envers les 350 maires du département. Habitué aux caprices du Vidourle, à chaque automne, le maire craint néanmoins d'alerter sa population trop tôt. Et là, c'est angoissant parce qu'on se trouve dans la position de savoir, de dire on alerte ou on n'alerte pas. La psychose, il ne faut surtout pas la lancer, quoi. Véritablement optimiste ou résolument fataliste, la population de Sommières accueille calmement cette nouvelle alerte. C'est vrai qu'on en fait tout un plat, mais bon, c'est bon, quoi. Le Vidourle, il va pas ressortir tous les 2 jours, quoi. Non, on a le moral, hein, à Sommières. La nuit tombe sur Sommières avec un ciel clair. Les orages sont prévus pour cette nuit. Alors, où en est-on en ce moment même? Tout de suite en direct, Thierry Mermet, merci d'être avec nous. Vous êtes opticien à Sommières. Votre magasin a été complètement inondé. Est-ce que vous aussi, vous avez l'esprit plutôt tranquille? Est-ce que vous vous sentez prêt à affronter ces nouvelles pluies? Ça sera difficile d'affronter quand même des pluies si, comme l'annonce Météo France, qui se trompe rarement, sont aussi importantes que celles qui étaient prévues début septembre, enfin celles qu'on a connues début septembre. Comment est le ciel là en ce moment à Sommières? Alors, ça s'est un tout petit peu couvert ce soir, mais il a fait une très belle journée. Nous avons eu chaud, le ciel était dégagé, un petit peu de nuages ce soir, mais la dernière fois c'était aussi la même chose, une très belle journée. Et dès que les orages ont commencé, ça a continué pendant 2 jours sans discontinuer, très très fort. Vous avez pris des dispositions particulières? Mais écoutez, pas pour ce soir, ça va être encore une nuit d'angoisse. Hein. On est encore convalescents et des convalescents à qui on a dit qu'une rechute était fort probable, donc nous sommes quand même très inquiets. Mais les dispositions, non, puisque les magasins sont vides, ils sont en travaux pour la plupart. Quelques-uns ont réouvert, mais enfin, il n'y a plus de machines, il n'y a plus de stock, il n'y a plus de valeur dans les magasins. Tout a été dévasté, donc pas de disposition particulière. Merci Thierry Mermet d'avoir été avec nous et on vous souhaite vraiment bon courage pour cette nuit en espérant que tout se passe bien. Coïncidence, un conseil interministériel a été consacré aux sinistrés du Gard, du Vaucluse et de l'Hérault aujourd'hui. Les dégâts sont estimés, vous le savez, à 1,2 milliard d'euros. L'État sera à la hauteur, a dit Jean-Pierre Raffarin. Il est question de plusieurs centaines de millions d'euros. Le détail sera présenté demain en Conseil des ministres. En bref encore, la crise couve entre la France et Bruxelles. Motif, le déficit budgétaire. Paris est la seule capitale de la zone euro à avoir refusé de s'engager à le réduire dès l'an prochain, dès 2003. C'était hier soir à Luxembourg. Le projet de budget prévoit, je vous le rappelle, un déficit de 2,6% du PIB. On fera ce qu'on pourra, mais nous avons d'autres priorités, c'est justifié le ministre de l'économie Francis Maire. Un nouveau service payant dans les banques et plus précisément à la BNP à partir du 1er novembre. Ce sont les retraits d'argent inférieurs à 150 € effectués au guichet qui seront facturés aux clients. David Boéry. Payer pour retirer de l'argent au guichet de sa banque. 5 € pour tout retrait inférieur à 150 €. Ce sera le tarif pour les clients de BNP Paribas à partir du 1er novembre. Je pense qu'on en fera moins, on fera des retraits plus gros, on va dire. J'utilise des cartes de crédit, etc. Mais là aussi, on vous fait payer. La banque se défend de vouloir faire payer ses clients. Elle veut simplement les inciter à utiliser ses distributeurs automatiques. BNP Paribas propose même de donner gratuitement une carte de retrait à tous ceux qui n'ont pas encore de carte bancaire. Son objectif, améliorer la qualité du service. C'est vraiment de libérer, de disponibiliser nos conseillers au guichet. C'est aussi d'améliorer la sécurité dans les agences, qu'il y ait moins de fonds dans les agences, donc de dissuader les malfaiteurs. Mais selon certaines associations, cette initiative revient à prendre en otage les consommateurs. Il faut rappeler que depuis 1975, on a l'obligation d'avoir un compte bancaire pour percevoir ses traitements et ses salaires, pour percevoir ses revenus. En 1997, la BNP était la première à faire payer les retraits aux distributeurs des autres banques. Cette nouvelle facturation au guichet pourrait, une fois de plus, donner quelques idées à la concurrence. La rentrée universitaire suite avec l'autre priorité affichée hier par Luc Ferry, ministre de l'Éducation, l'harmonisation européenne. C'est donc une nouvelle organisation des diplômes qui est en cours. Elle sera achevée en 2005. Le DUG et la maîtrise ne seront plus reconnus en tant que tels. Il ne restera donc que 3 niveaux. La licence, Bac plus 3, le master, Bac plus 5, le doctorat, Bac plus 8. Par ailleurs, pour faciliter les équivalences, chaque année d'études en France, comme en Europe,
Europe, sera évaluée en crédit. Une nouvelle unité de compte, une année égale 60 crédits. De quoi renforcer donc l'envie de passer une ou plusieurs années d'études dans d'autres pays européens. C'est le fameux programme Erasmus, évoqué récemment dans un film à succès, L'Auberge espagnole. Exemple avec ces deux Bordelaises installées justement à Barcelone. Florence Griffon, Marine Massin. Elles ont choisi d'échanger Bordeaux contre Barcelone. Malika et Sophie ont débarqué ici il y a 3 semaines. À peine installées, elles sont déjà emballées. Moi j'ai plutôt l'impression d'être tout le temps en vacances. Il y a les palmiers, c'est un cadre complètement différent, c'est ensoleillé. On essaie de revendiquer qu'on n'est plus des touristes. On a fait touriste les 2 premières semaines et maintenant on est étudiante ici. Et là, bien sûr, on rigole moins. Cours d'économie internationale, indispensable pour réussir la licence. C'est le principe d'Erasmus, un programme européen d'échange entre universités. Malika et Sophie suivent les cours normalement, dans la langue du pays. À la fin de l'année, elles présenteront, comme tous les Espagnols, un examen qui est reconnu en France. On est plutôt inquiète parce qu'on ne comprend pas tout, on n'arrive pas à prendre des notes. On ne voit pas trop comment on va s'en sortir pour les examens. Mais on nous a dit qu'en général, ça se passait bien, on réussissait. Donc. Bienvenue, viens la lampe. Comme la plupart des étudiants, Malika vit en colocation. C'est moins cher qu'un studio et ça permet de jongler avec les langues. Bien sûr, il faut partager les tâches avec un Suédois et 2 jeunes de la principauté d'Andorre, mais cela aussi, ça fait partie de l'expérience. Rien que là dans l'appartement, de voir comment chacun fonctionne, comment on fait à manger, les spécialités de chaque pays. On apprend un mot dans chaque langue, c'est assez amusant tout ça. Pas une soirée Erasmus qui ne se termine par une sortie. On peut délirer tous ensemble, il n'y a aucun problème, aucune barrière. Mine de rien, comme leurs copains, Sophie et Malika se sentent plus européennes qu'avant. Pour elles, l'auberge espagnole, ça n'est pas qu'au cinéma. Vive Barcelone. Il faut signaler qu'instauré en 87, le programme Erasmus devrait fêter son 1000e étudiant dans les jours qui viennent. Science, le prix Nobel de physique attribué à 3 astrophysiciens, 2 américains et un japonais, récompensés pour leur travail sur les neutrinos, ces particules infiniment petites qui peuvent traverser n'importe quoi, y compris la Terre. Décollage réussi pour la navette spatiale Atlantis, c'était hier soir au centre Kennedy, une mission de 11 jours consacrée à l'assemblage de la station spatiale internationale et une nouveauté, une caméra fixée à l'extérieur de la fusée qui a permis de voir la Terre s'éloigner peu à peu, retour prévu le 18 octobre. La mode avec la semaine des collections printemps-été 2003 à Paris, dernier temps fort Chanel et Yves Saint Laurent, esprit sportif chic pour la première, féminin et encore féminin pour la seconde. Estelle Collin, David Fossard. Au musée Rodin hier soir, tous étaient conviés à voir la vie en rose, couleur de prédilection de la maison. Pour Tom Ford, l'été sera très Saint-Laurent, avec des élégantes aux yeux charbonneux, laissant entrevoir un brin de leur féminité. L'ambition de ce créateur texan de 41 ans est de métamorphoser la femme Saint-Laurent. Avec lui, elle n'est plus seulement belle, mais sexy, un argument universel dont la marque a décidé de se servir pour conquérir le marché mondial. C'est amusant parce que Yves Saint Laurent est très populaire en France, mais il n'est pas aussi connu qu'on pourrait le croire aux États-Unis ou au Japon. Mis à part quelques clientes japonaises ou américaines très très chic, mais pas autant qu'en France. Chez Chanel, ce matin, on célébrait la Parisienne à la fois chic et moderne. Karl Lagerfeld, comme depuis 20 ans maintenant, jouait avec brio de tous les emblèmes de la marque. Là aussi, il s'agit de susciter le désir de nouveauté chez la cliente en réinventant sans cesse Camélia, Sigle ou Perle par exemple, celle-là même que Coco Chanel ne quittait jamais. Aujourd'hui, vous demandez dans la rue, quelle est la première femme moderne, les gens vous disent Chanel. L'idée de Chanel. Donc à moi de faire que Chanel continue à être l'idée d'une femme moderne. Aujourd'hui, la griffe mythique est considérée comme l'une des entreprises du luxe les plus rentables du monde, même si les chiffres sont top secrets.
Napoléon, pour terminer, une fois de plus, il a conquis la France. Plus de 9 millions de téléspectateurs hier soir. Deuxième épisode dans quelques minutes. Il y a une vogue, une mode Napoléon. Et quelle vision en ont les élèves? Nous sommes allés leur demander, pas n'importe où, au lycée Napoléon Bonaparte, près de Caen. Sébastien Leguet, Mathieu Drejoux. C'était au temps où la ville de l'Aigle cherchait un petit nom pour son lycée municipal. Un jour, le maire eut une idée. L'aigle, comme l'oiseau. L'aigle, comme l'emblème de l'Empire. C'est ainsi que sur un jeu de mots et sans aucun fondement historique, le lycée fut baptisé Napoléon en 1971. La fantaisie ne fut pas du goût des profs qui n'aimaient pas l'empereur et boudèrent l'inauguration. Est-ce que vous savez pourquoi le lycée s'appelle Napoléon? Pas du tout. Est-ce que Napoléon est passé à l'Aigle? Non, on l'aurait su. Alors un conquérant. Aujourd'hui, les élèves des sculpteurs en cours d'histoire donnent leur image de Bonaparte. Quelqu'un d'ambitieux? Au tableau, ça va encore. Mais quand on en parle, ça empire. Il était très autoritaire, cruel, c'est peut-être pas le mot, je sais pas, mais enfin, il y a eu pas mal de morts, tout ça à cause de lui. Napoléon, pour moi, il a changé pas mal de choses, donc je trouve ça un petit peu positif sur la politique française, quoi. Il a un petit peu mis à l'écart tous les royalistes. Pour eux, Napoléon, c'est surtout le nom d'un style qu'ils ont découvert en cours d'histoire de l'art. L'Empire et ses références exotiques inspirées par les conquêtes. Je trouve que c'est un beau style, avec beaucoup de tons acajou et quelques pièces aussi en bronze. Sur les revues et les tampons du CDI, sur les murs de la cour, Napoléon a conquis ce lycée normand. Et quand on sort, on croirait même l'apercevoir sur le trottoir. Deuxième épisode donc dans un quart d'heure maintenant. Sport avec le tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de l'UEFA, c'est du football. Bordeaux rencontrera Djurgårdens, club suédois en tête du championnat suédois. Le Paris Saint-Germain lui affrontera le National Bucarest. Deux rencontres a priori à la portée des Français. Fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. À suivre la météo, Sophie Davant. L'info sur France 2, minuit 55, dernier journal Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Noël Lenoir, ministre des Affaires européennes. On parlera notamment du pacte de stabilité, bien sûr. On se quitte sur ces images de nouveau-nés, des lynx en Espagne. Il s'agit d'un programme de reproduction pour sauver cette espèce menacée dans beaucoup de pays européens. Le gouvernement espagnol a débloqué 8 millions d'euros pour cette opération. À demain.